Bonjour à vous, on se retrouve donc pour la 6e séance et on va ensemble terminer la partie. On avait commencé à traiter la question des rapports sociaux de sexe dans le travail, après avoir traité des rapports sociaux de sexe dans la famille. Et nous avions vu que les femmes travaillent depuis toujours, elles ont eu des activités diverses et variées, voilà, de tout temps. Euh, pour autant, la sociologie du travail a peu travaillé cet aspect jusqu'aux années 80, avec même une sorte d'invisibilisation des femmes dans la sphère professionnelle, dans les recherches, dans les analyses, avec comme une indifférenciation finalement des, des employés dans les travaux qui ont été réalisés. La première qui a véritablement pointé une différenciation entre les employés femmes et les employés hommes est une sociologue qui s'appelait Madeleine Gilbert et qui a donc fait un travail de thèse qui a été publié sous le titre Les fonctions des femmes dans l'industrie en 1966, dans laquelle elle pointait que les activités, les postes des femmes et des hommes n'étaient pas les mêmes et les tâches qui leur étaient affectées étaient aussi fort différentes. Elle pointait également le fait que les employeurs utilisaient les compétences de minutie, de dextérité, de rapidité des femmes, ainsi que leur capacité à faire plusieurs choses à la fois, euh, cependant sans les reconnaître comme des compétences euh, professionnelles, en ramenant cela, en naturalisant cela, euh, de sorte de ne pas les payer davantage pour ces capacités. Euh, Autrement dit, on voit comment là, euh, la différenciation opère en même temps que la hiérarchisation dans la sphère professionnelle, avec l'usage de certaines différences qui vont être, là en l'occurrence, naturalisées, parfois aussi créées pour justifier de ce traitement différent entre femmes et hommes. On peut dire que les femmes euh, sont revenues massivement dans l'emploi à partir des années 65, puisque si les femmes ont de tout temps travaillé, on a dit également qu'il y avait eu une baisse de leur activité professionnelle entre les années 1920 et 1960, au motif que cette période, le modèle familialiste prévaut, et en l'occurrence, il envisage la femme dans des fonctions d'épouse et de mère, et donc toutes les femmes qui le pouvaient, euh, financièrement en particulier, quand le salaire du conjoint le permettait, ont arrêté leur activité professionnelle pour se consacrer à leur famille. Donc cela a été massif entre les années 1920 et 1960, avec néanmoins un tiers des femmes qui ont continué à travailler, certainement pour une grande part parce que le, le revenu du seul conjoint ne suffisait pas à faire vivre la famille. Pour autant, on l'a vu dans le document audiovisuel, les femmes ont finalement considéré que cette fonction d'épouse et de mère n'était pas spécialement gratifiante, et elles ont revendiqué d'avoir une place dans la sphère professionnelle. Elles ont élevé leurs enfants, et en particulier leurs filles, pour qu'elles obtiennent des emplois à travers des diplômes en particulier. Et donc, depuis la fin des années 60, les femmes sont sorties de ce modèle familialiste, de ces fonctions d'épouse et de mère, pour retourner vers les, la sphère professionnelle.
Aujourd'hui, ce sont 48% des actifs qui sont des femmes. Autrement dit, on peut considérer qu'il y a un relatif rééquilibrage, hein, quantitatif. Un autre aspect de ce rééquilibrage est le fait que désormais, alors ça c'est relativement récent, les femmes ne sont plus concernées par le surchômage, hein, qu'elles connaissaient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, le taux de chômage des femmes est assez proche du taux de chômage des hommes. Alors, ce relatif rééquilibrage quantitatif, hein, signifie-t-il pour autant qu'il y a égalité désormais entre femmes et hommes dans la sphère professionnelle, hein? Est-ce qu'on peut parler également de rééquilibrage qualitatif, hein? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. La première question déjà que l'on peut se poser, hein, c'est quelles sont les activités professionnelles des femmes et des hommes, hein, tiennent-ils les mêmes emplois, hein? Est-ce qu'on a une symétrie sur les activités occupées par les unes et par les autres? Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà prendre en compte, hein, les emplois proposés. Et clairement, hein, les emplois proposés se sont beaucoup transformés, hein, au fil du XXe, avec certains secteurs qui se sont beaucoup réduits, en particulier le secteur agricole et le secteur de l'industrie, avec donc beaucoup moins d'emplois disponibles, d'emplois d'agriculteurs, agricultrices ou d'emplois d'ouvriers, ouvrières. On a simultanément une tertiarisation, hein, avec donc beaucoup d'emplois de services, hein, qui sont créés, et puis davantage aussi de postes d'encadrement. Et une autre transformation majeure durant le XXe est l'augmentation du niveau de qualification des hommes, mais aussi des femmes, hein, avec voilà, une main-d'œuvre qualifiée et très qualifiée, hein, qui se présente au, sur les postes. Alors, si l'on considère, hein, vis-à-vis de cette situation de l'emploi, euh, les postes occupés par les hommes et les femmes, on constate qu'ils sont encore fortement genrés. C'est-à-dire qu'on a une prédominance marquée d'un sexe ou de l'autre pour un grand nombre de catégories professionnelles. Les plus marquées sans doute, hein, sont les catégories d'employés et d'ouvriers, puisque la catégorie employés est constituée à 75% de femmes, quand la catégorie d'ouvriers est constituée à 75% d'hommes, hein. Donc là, deux catégories très marquées, hein, féminines pour les employés, masculines pour les ouvriers. Mais les autres catégories professionnelles, hein, sont aussi, pour leur grande part, déséquilibrées quantitativement, hein, avec une prédominance marquée de l'un ou de l'autre sexe, hein, à savoir que les professions intermédiaires sont davantage féminisées, alors que les catégories d'artisans, commerçants, chefs d'entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures, hein, sont plus souvent occupées par des hommes. Donc c'est un premier constat, hein, de différenciation, hein, entre hommes et femmes. Les postes occupés ne sont pas les mêmes, et les postes occupés, les catégories professionnelles les plus valorisées sont occupées plus souvent par des hommes, hein. Cadres et professions intellectuelles supérieures, chefs d'entreprise, hein, sont davantage masculines. C'est un premier indice, hein, d'une différenciation, hiérarchisation entre femmes et hommes dans la sphère professionnelle. Un autre aspect de ces processus, hein, dans la sphère professionnelle est que, à tout niveau de diplôme, les hommes valorisent mieux leur formation, hein, quel que soit le secteur considéré. On voit que
heu, les femmes et les hommes qui se présentent avec le même diplôme ne vont pas, s'insérer dans le même emploi, hein. En l'occurrence, les hommes vont, obtenir un meilleur emploi, hein, en termes de reconnaissance sociale, en termes de rémunération, que les femmes avec pourtant un même diplôme. Et au fil de la carrière, hein, on voit aussi comment, cette qualification va être, mieux valorisée, hein, pour les hommes. Cette, déqualification, des femmes, dans l'emploi peut être constatée également par, la la différente valorisation, hein, des activités selon qu'elles sont réalisées par, les unes ou les autres. Voilà, juste pour exemplifier, hein, quand on parle de haute couture, hein, nous viennent à l'esprit, des grands couturiers, hein, on peut éventuellement trouver quelques noms de grandes figures féminines, hein, de la haute couture, mais il y en a beaucoup moins, hein, que des figures, d'hommes. Et on voit bien, hein, comment la haute couture, renvoie, hein, à, une activité, valorisée socialement, hein, par et réalisée par des hommes. La même activité réalisée par des femmes a beaucoup de mal à être reconnue à la même hauteur. On peut dire à peu près la même chose, hein, dans la grande cuisine où là encore, hein, on reconnaît, on valorise très fortement un certain nombre de grands cuisiniers. Alors, vous allez pouvoir trouver éventuellement quelques noms de femmes, hein, reconnues dans la grande cuisine, mais vous voyez, même l'appellation, grande cuisinière, n'existe pas, hein, ça ne renvoie pas du tout à ce que dénote, hein, l'expression, grand cuisinier. Donc là encore, hein, le fait que l'activité, soit mise en œuvre par une femme, la dévalorise en tant que telle, hein. Et donc, la grande cuisine, la haute couture, hein, sont envisagées comme relevant, d'une activité, masculine, hein, même si on peut trouver quelques exceptions. Ce qui est vrai là sur ces 2 secteurs est vrai dans malheureusement à peu près tous les secteurs, hein, avec, une affectation, préférentielle des emplois qualifiés à des hommes. Bon, on peut donner, un autre exemple, hein, donc cette fois dans le secteur de l'industrie où, on choisit généralement pour contremaître un ouvrier de l'équipe, hein, qui va être promu, à cette fonction de surveillance, de direction d'équipe, hein. Et on voit, hein, que très, très, très souvent, hein, voilà, même on pourrait dire dans la quasi-totalité des cas, c'est un homme, hein, qui est choisi pour cette fonction. Et même lorsque les équipes sont largement féminisées, hein, c'est encore souvent des hommes qui sont choisis pour devenir contremaîtres. Autrement dit, hein, on reconnaît les hommes, hein, davantage, hein, aptes à monter dans la hiérarchie, des compétences professionnelles, que les femmes. Un autre, indice, de ces processus de différenciation, hiérarchisation entre femmes et hommes est que, les rémunérations ne sont pas les mêmes et à même niveau de diplôme, hein, les hommes vont percevoir des rémunérations plus élevées. Dans les années 70, les écarts étaient en moyenne de 40 et depuis les années 80, ils sont de l'ordre de 20. Heu, pour autant, hein, alors on peut se réjouir que cet écart se soit réduit, mais on est obligé de constater, hein, qu'il perdure, hein, depuis les années 80 et ils ne se réduisent quasiment plus depuis les années 80. Donc là, pour le coup, hein,
n'est pas du tout dans le sens de l'égalisation, hein. On voit que des inégalités fortes persistent. Là, vous voyez ce tableau qui est issu d'un site internet intitulé l'Observatoire des inégalités, hein, que je vous incite à aller consulter parce qu'il est tout à fait bien fait et très sérieux. Euh, Rapporte des chiffres de l'INSEE de 2014 qui nous montrent, hein, les salaires nets mensuels moyens en équivalent temps plein selon le sexe et la catégorie sociale. Hein, autrement dit, quelles sont les différences de salaire entre hommes et femmes dans les différentes catégories professionnelles. Alors bien évidemment, pour que la comparaison soit juste, hein, ils ont recalculé, hein, les salaires en les ramenant à des temps pleins, hein, pour les salaires qui étaient à temps partiel, hein, parce que évidemment que ça aurait faussé les choses, hein, si on avait comparé des temps partiels avec des temps pleins. Et donc ce que l'on constate, hein, en 2014, c'est que pour les cadres supérieurs et les chefs d'entreprise salariés, les salaires nets mensuels moyens des hommes est de 4 407 euros et de 3 524 euros pour les femmes, hein. Autrement dit, on a un écart en moyenne de 20% pour cette catégorie. Pour les professions intermédiaires, hein, l'écart est de 13,9%, pour les employés de 8,9%, pour les ouvriers de 16,5%. Donc, vous voyez que les écarts, hein, ne sont pas similaires dans toutes les catégories professionnelles, mais ils sont encore très fortement marqués, hein, pour la plupart d'entre eux. Un autre aspect des différenciations et des hiérarchisations qui sont à l'œuvre dans la sphère professionnelle renvoie aux contrats de travail, hein. Ce ne sont pas les mêmes contrats de travail qu'obtiennent les femmes et les hommes. En particulier, hein, les CDD concernent plus souvent les femmes. 10% des femmes sont en contrat à durée déterminée, alors que ce ne sont que 6% des hommes. Mais surtout, lorsque l'on considère les emplois à temps partiel, hein, là, l'écart est beaucoup plus marqué, puisque ce sont 80% des emplois à temps partiel qui sont occupés par des femmes. On peut dire, alors là, on a des travaux, hein, qui portent sur ces questions. On peut dire que ces femmes sont souvent dans ces temps partiels de façon subie, c'est-à-dire qu'elles ne l'ont pas souhaité. Et cela concerne des secteurs d'activité relativement difficiles, hein, tels que le commerce, la grande distribution, l'hôtellerie, la restauration, les services aux particuliers, voilà, où les femmes, hein, sont particulièrement mobilisées, hein, dans des activités souvent pénibles, mal rétribuées, et qui plus est à temps partiel, hein, parfois même parcellisées, c'est-à-dire qu'elles doivent se présenter plusieurs fois par jour sur leur lieu de travail avec des coupures. Donc, si l'on résume, hein, les femmes sont moins payées, sont plus souvent précaires, sont plus souvent à temps partiel et plus souvent dans des secteurs moins valorisés. Autrement dit, hein, les hommes sont en moyenne mieux payés, moins souvent précaires, plus souvent en, en temps plein et dans des secteurs plus valorisés. Comment en arrive-t-on à cela, hein, en France aujourd'hui? Comment ces constats peuvent-ils s'expliquer? Donc je vous laisse 2 minutes de réflexion, hein, pour essayer de trouver ce qui pourrait expliquer, hein, qu'en France aujourd'hui, la situation des femmes soit aussi moins autant éloignée, hein, de la situation des hommes.
ça ne peut pas être une seule cause, hein, qui explique ce type de phénomène, complexe et clairement, hein, il y a plusieurs causes, qui interfèrent pour, aboutir à cette réalité, inégalitaire. Les travaux pointent, 3, causes majeures. D'abord, les politiques publiques en matière d'emploi, les politiques sociales, les politiques familiales. On va le développer, à la suite. Également, les politiques de gestion de la main-d'œuvre, hein, dans les entreprises, dans les administrations. Et puis enfin, l'inégale répartition du travail domestique et parental, hein, dont on a déjà, parlé, la semaine passée. Alors concernant les politiques d'emploi, les politiques sociales et familiales, mmh, jusqu'aux années 60, hein, on avait, à l'égard des femmes, la préoccupation de favoriser la natalité, et également la conciliation entre, l'activité professionnelle et les activités, domestiques et parentales. Cette logique-là a sous-tendu, nombre de lois, hein, et de dispositifs, pour, voilà, développer, le nombre de crèches, le nombre de places en crèche, développer, les allocations familiales, les allocations pour, faciliter la garde des jeunes enfants. Et on peut penser que tout cela a eu des effets dans le sens souhaité puisque de fait, hein, on l'a dit, la natalité est relativement, élevée dans notre pays, en tout cas plus élevée que dans les pays, voisins. Heu, à partir des années 60, hein, cette, heu, vision des choses, ne va pas disparaître, mais va se juxtaposer avec, ce que l'on pourrait appeler un antisexisme d'État, hein. Certains chercheurs ont parlé de féminisme d'État, puisque, à partir des années fin des années 60, années 70, on va, voir plusieurs lois qui, heu, visent l'égalité, professionnelle. Et donc, plusieurs lois successives, hein, concernent, les rémunérations, les discriminations, à l'embauche, ou dans les licenciements, dans les promotions, dans les affectations. Une succession de lois, hein, qui, tentent, hein, d'asseoir une égalité, entre hommes et femmes dans la sphère professionnelle. En 1972, c'est, l'égalité de rémunération qui est posée. En 1975, c'est l'interdiction de discriminer en matière d'emploi en raison du sexe, hein, donc cela concerne autant, l'embauche, la promotion, les affectations, le licenciement. Et puis en 83, hein, une nouvelle loi, est, promulguée, pour viser, l'égalité réelle, hein, par des actions, par des mesures de rattrapage, hein, c'est-à-dire que les entreprises, les syndicats sont incités à développer des actions pour, réduire, les inégalités constatées. Puisque de fait, hein, la loi de 1975 qui posait le principe d'égalité de traitement, hein, n'avait pas suffi à faire disparaître, la 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 différence, hein, de situation. Et d'ailleurs, la loi de 1983, hein, n'a pas non plus, eu les effets escomptés puisqu'on a vu ensemble tout de suite, hein, que des inégalités de fait, perdurent, hein, entre femmes et hommes. Et donc, on est aujourd'hui dans la situation où on a, des politiques, hein, des lois, des dispositifs, qui pour les uns sont encore dans la logique, nataliste, dans la logique de conciliation entre, activité professionnelle et activité, domestique et parentale. Et puis
des politiques, des lois, des dispositifs inscrits dans une logique d'égalité entre femmes et hommes. Et on voit que ces deux logiques-là ne sont pas convergentes, hein, et des tensions existent entre cette logique protectrice des femmes, conciliatrice, hein, de l'activité professionnelle et de l'activité familiale, et d'une part, et la logique d'égalité entre femmes et hommes d'autre part, hein. Par exemple, la levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes a été l'objet de forts débats, hein, entre ceux qui voulaient maintenir une protection spécifique pour les femmes et ceux qui souhaitaient lever cette interdiction pour asseoir, hein, une égalité entre femmes et hommes, hein, et donc éviter que les femmes soient écartées au motif qu'elles ne pouvaient pas travailler de nuit. Donc cela, hein, amène un frein, hein, puisque ces diverses politiques, lois, dispositifs ne tirent pas tous dans le même sens, hein. Il est clair que cela va entraver, hein, la, la mise en place d'une égalité de fait, hein, entre femmes et hommes dans la sphère professionnelle. Il faut aussi quand même pointer le fait que la question de la conciliation entre activité professionnelle et activité domestique et parentale n'est soulevée que vis-à-vis des femmes, hein. Or, clairement, on ne voit pas très bien pourquoi les hommes, hein, ne seraient pas concernés par cette question. Et c'est au cœur, hein, de cette préoccupation d'égalité, hein. Tant qu'on envisage le travail domestique et parental qu'à la charge des femmes, il est clair, hein, que, et donc la conciliation avec l'activité professionnelle seulement pour les femmes, il est clair que les inégalités perdureront dans la sphère familiale, mais aussi dans la sphère professionnelle. La troisième explication à cette situation déséquilibrée, pardon, la deuxième, est envoie aux politiques de gestion de la main-d'œuvre, hein, par les employeurs, à savoir que, on l'a déjà dit, mais c'est encore le cas aujourd'hui, euh, les, les employeurs, hein, vont positionner les employés, hein, différemment selon qu'ils sont hommes ou femmes, hein, dans des postes distincts, avec des rôles différents, en lien avec les compétences, hein, qu'ils imputent aux unes et aux autres, en lien aussi avec la hiérarchisation entre hommes et femmes, hein, avec l'idée que les hommes sont plus à leur place, hein, dans des positions plus élevées, et les femmes sont plus à leur place dans des positions subordonnées. Donc là, on est pleinement dans la, la, la mise en œuvre, hein, des rapports sociaux de sexe, hein, qui opèrent à travers les façons de penser, hein, des employeurs, les représentations qu'ils se font, hein, des postes qui conviennent aux unes et aux autres. Et puis ce sont aussi les représentations que les employeurs se font des contraintes des femmes, hein. Ils anticipent avant même qu'elles l'énoncent, hein, le fait qu'elles aient besoin de partir pas trop tard, qu'elles ne peuvent pas se déplacer pour l'entreprise, hein, partir plusieurs jours en déplacement. Euh, Ils vont donc peut-être même surévaluer les contraintes qui pèsent sur leurs employés femmes euh, pour les affecter à des postes où il n'y a pas besoin de cette latitude horaire, par exemple, hein, ou de cette disponibilité quasi permanente, hein, des postes de cadre en particulier, hein, de responsabilité élevée. Ils anticipent également sur les aspirations, hein, des femmes, ils prêtent aux femmes
moins d'ambition, à s'élever dans la hiérarchie de l'entreprise, moins de souhait d'obtenir des responsabilités élevées. Euh, et de fait, effectivement, on sait que les femmes postulent moins sur des emplois de responsabilité. Donc le troisième, la troisième explication que relèvent les recherches sur cette question, c'est l'inégale répartition du travail domestique entre femmes et hommes dans la sphère familiale. On l'a présenté dans la séance précédente. Il est clair que ce poids du travail domestique et parental qui est assumé aux trois quarts par les femmes va peser fortement sur l'investissement qu'elles peuvent avoir dans la sphère professionnelle. Et donc, très nettement, cela va avoir une incidence sur leur situation professionnelle, par le fait qu'elles vont accepter plus facilement des temps partiels, voire même rechercher des temps partiels, pour pouvoir assumer cette charge domestique et parentale. Elles vont aussi moins souvent rechercher des postes qui supposent une grande disponibilité ou qui connaissent une charge mentale élevée. Elles vont aussi moins souvent souhaiter des postes de responsabilité au motif que elles ne s'en sentent pas suffisamment la possibilité, de par le poids de leur activité domestique. Donc ces rapports sociaux de sexe sont perpétués clairement dans la sphère professionnelle. On assiste à une différenciation, hiérarchisation des fonctions, des rôles dans la sphère professionnelle, avec, comme on l'a vu, une référence au modèle familialiste, une référence implicite, une référence que je dirais infraconsciente au modèle familialiste. C'est-à-dire que implicitement, les femmes, les hommes, qu'ils soient employés ou qu'ils soient employeurs, considèrent que la responsabilité domestique et parentale incombe davantage aux femmes. Et donc cela doit être pris en compte dans les emplois qu'on leur propose, mais aussi du côté des employés dans les emplois qu'elles recherchent. Même si aujourd'hui le modèle égalitaire est l'idéal familial porté dans les esprits, on voit bien que il n'y a pas de mode d'emploi à cet idéal égalitaire familial. Et en conséquence, c'est le mode d'emploi familialiste qui a tendance à persister dans les façons de penser et dans les façons d'agir, on l'a vu. Autrement dit, dans la sphère professionnelle, on assiste à une discrimination des femmes, puisque à même diplôme, elles n'obtiennent ni le même emploi, ni la même rémunération, ni la même stabilité d'emploi. Donc une discrimination des femmes, mais aussi ce que l'on pourrait appeler, je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais une autodiscrimination des femmes par le fait qu'elles ont intériorisé ce fonctionnement social. Elles assument la plus grande part du travail domestique et parental, et donc de ce fait sont dans l'incapacité d'investir davantage la sphère professionnelle. Que ce soit en temps ou que ce soit en responsabilité, elles sont fortement contraintes par leur investissement domestique. Et cette intériorisation de la vision des dominants est ce que Bourdieu appelle la violence symbolique, c'est-à-dire que les femmes participent, évidemment à leur insu, à ces inégalités qui sont constatées
dans la sphère professionnelle, entre femmes et hommes. Cette répartition du travail, hein, et de façon plus large, cette répartition des activités entre femmes et hommes est véritablement au cœur des rapports sociaux de sexe, hein, puisque ce qui va déterminer l'accès aux richesses, l'accès au prestige, l'accès au pouvoir, hein, c'est bien cette répartition des activités. Et on le voit, hein, on l'a vu, le, le travail professionnel, hein, n'est pas euh, réparti, hein, de façon indifférenciée entre femmes et hommes. L'activité politique, on n'a pas parlé, hein, mais n'est pas non plus occupée de façon indifférenciée par les femmes et les hommes. Et l'ensemble de ces activités publiques, hein, n'étant pas occupées de la même façon par les femmes et par les hommes, font que les unes et les autres n'ont pas, hein, n'obtiennent pas les mêmes ressources, hein, n'ont pas accès de la même façon au pouvoir et ne sont pas reconnus socialement, hein, de la même façon. Donc on peut dire qu'il y a une articulation, hein, du travail domestique et du travail professionnel, plus largement des activités dans la sphère domestique et dans la sphère publique, avec même véritablement une, une imbrication de ces deux sphères, hein, puisque les inégalités dans la sphère familiale, hein, participent des inégalités. Alors j'en viens à la conclusion de cette partie, hein. On peut dire qu'il existe des dynamiques égalitaires, hein, puisque aujourd'hui les femmes et les hommes sont quasiment à même hauteur investis dans l'activité professionnelle, hein, en particulier du côté des plus jeunes, hein, générations. On a des femmes qui font des carrières plus souvent sans interruption, c'est-à-dire qu'elles ne s'arrêtent plus, hein, comme le faisaient les générations précédentes au moment des naissances, hein. Elles prennent moins souvent de congés parentaux que les générations précédentes, de temps partiel, hein, pour élever leurs enfants. Désormais, les carrières des femmes, hein, se font plus souvent sans interruption. Et puis, dans ces dynamiques égalitaires, il faut aussi souligner le fait que les jeunes filles, les femmes ont des parcours de formation, hein, qui sont souvent plus positif, hein, que celui de leurs homologues masculins, hein. Les filles réussissent mieux à l'école, elles obtiennent plus souvent le baccalauréat, euh, elles obtiennent aussi plus souvent des licences du coup, hein. Donc tout cela, hein, participe, hein, à ce mouvement d'égalitarisation. Pour autant, hein, des déséquilibres perdurent et de nouveaux déséquilibres apparaissent, pardon, à savoir que même si elles ont une meilleure réussite scolaire, on voit qu'elles ne valorisent pas de la même façon leur diplôme que les hommes, et en l'occurrence, hein, elles obtiennent des emplois moins reconnus. Avec la précarisation de l'emploi depuis les années 80, les femmes ont été les premières concernées, hein, et donc elles sont plus souvent dans des situations professionnelles précaires. Elles sont plus souvent dans des emplois peu qualifiés, elles sont plus souvent à temps partiel. Et donc, clairement, hein, c'est encore aujourd'hui des inégalités, hein, qui existent dans la sphère professionnelle entre hommes et femmes. On peut dire également que cette
ces constats que l'on fait là, heu, peuvent être nuancés, hein, puisque, la catégorie femme n'est pas homogène, hein. On y reviendra quand on traitera des croisements des rapports, sociaux. Heu, on voit, hein, que les femmes en situation d'égalité professionnelle, hein, ne le sont pas grâce à une meilleure répartition du travail domestique et parental, hein, dans leur foyer, mais grâce à une délégation du travail domestique et parental à d'autres femmes. Autrement dit, euh, de nouvelles inégalités apparaissent, hein, entre femmes, hein, entre celles qui ont pu se libérer, entre guillemets, de cette responsabilité domestique et parentale, et puis celles qui vont assumer finalement pour d'autres, hein, ces services dans des emplois souvent euh, peu reconnus, mal rétribués, hein, dans la sphère familiale. Alors, j'en viens à la conclusion de cette partie, hein, sur les rapports sociaux de sexe. Donc, on a traité ici davantage de la sphère familiale et de la sphère professionnelle, hein, mais ce que l'on a vu sur ces deux domaine peut être aussi constaté dans les autres sphères sociales, hein, et ces processus de différenciation et de hiérarchisation, hein, sont constatables, hein, malheureusement dans toutes les sphères sociales, hein, qui sont traversées donc par des inégalités, hein, entre femmes et hommes. Alors, cela se produit, hein, par le fait que les rapports sociaux de sexe contraignent, hein, effectivement les femmes et les hommes. C'est la socialisation genrée, hein, qui amène les unes et les autres à penser, hein, à agir d'une façon qui n'est pas semblable. C'est aussi les fonctionnements sociaux, hein, cristallisés qui obligent, hein, les hommes et les femmes à s'inscrire dans les attentes sociales féminines et masculines. C'est aussi le fait que les transgressions, hein, par rapport aux normes de genre sont encore relativement sanctionnées, hein, et la sanction pouvant aller jusque l'exclusion, hein. Donc euh, on a encore aujourd'hui, hein, des rapports sociaux de sexe inégalitaires, hein, qui s'imposent aux individus, hein, mais qui sont aussi simultanément en grande part intériorisés, hein, que les individus euh, mettent en œuvre, hein, au quotidien, pour une grande part à leur insu. Euh, Ce que je voulais aussi rapporter, hein, dans cette conclusion, c'est le fait que euh, depuis le début du XXe, on a une transformation quand même très importante des rapports sociaux de sexe en France, avec une bascule, hein, dans les années 60. Si jusqu'aux années 60, euh, la hiérarchie homme-femme était perçue comme légitime, hein, elle ne l'est plus après les années 60. Et les lois, hein, se sont conformées à cette nouvelle façon de penser en posant l'égalité juridique, hein, entre femmes et hommes. Donc les façons de penser, les lois se sont transformées. Les façons de penser, les lois se sont transformées, euh, et pour les inégalités de fait qui perdurent, hein, on voit qu'il y a une forte mobilisation à l'œuvre, hein. Alors, il y a eu sans doute une éclipse, hein, de la mobilisation dans les années 80 et 90, avec la représentation que l'égalité avait été atteinte, hein, que voilà, ces combats féministes, ces combats pour l'égalité n'avaient plus lieu d'être. Mais on le voit, hein, depuis le début des années 2000, hein, que ces inégalités font réagir, hein, des femmes, des hommes se mobilisent, plus souvent des femmes, souvent des jeunes, hein, mais également d'autres.
qui vont voilà, être actifs hein, pour essayer de réduire ces inégalités. Pour autant, hein, c'est bien par des politiques publiques hein, que ces inégalités, il faut une volonté politique hein, pour transformer ces réalités. Et sans politique publique forte et volontariste, hein, on voit bien que le mouvement d'égalitarisation hein, ne s'achèvera pas. Hein. Euh, pour autant, les politiques publiques volontaristes ne suffisent pas. Hein. Il faut aussi que les acteurs euh, changent hein, leur façon de penser et leur façon d'agir. Hein. Les rapports sociaux ne bougeront pas hein, si les façons de penser et les façons de se comporter ne se modifient pas. Et donc, il faut une distanciation des acteurs par rapport aux normes genrées hein, pour que ces rapports sociaux de sexe se transforment, se modifient et aillent hein, vers une plus grande égalité. Donc voilà pour cette séance euh, numéro 6 hein, et donc on se retrouvera pour la prochaine séance qui portera sur les rapports sociaux de classe et inégalité. Je peux vous indiquer quelques ouvrages concernant les rapports sociaux de sexe avant que l'on se quitte. Pour ceux qui veulent approfondir, vous pourrez lire un ouvrage de Marie Buscato, Buscato, intitulé Sociologie du genre. Il y a également un autre ouvrage de synthèse hein, de cette spécialité de la sociologie, écrit par Christine Guillonnet et Éric Neveu. Guillonnet, c'est Guio2Net et Éric Neveu, Neveu. Sociologie. Alors, pardon. Le titre est Masculin-féminin, sociologie du genre. Voilà, il y a d'autres ouvrages hein, qui proposent hein, des sortes de panoramas de cette spécialité de la sociologie, hein, les rapports sociaux de sexe ou la sociologie du genre. Et donc, je vous renvoie vers ces ouvrages hein, pour ceux qui veulent approfondir. Voilà pour aujourd'hui. Bon travail. À bientôt.